Nouvelle session de l'actualité sur les antennes de Rupture Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une de l'actualité, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la réunion du comité des conjonctures économiques, la stabilité du cadre macroéconomique et la consolidation du front congolais étaient au menu de cette réunion avec tous les ministres sectoriels. Le procureur général de la Cour de cassation a libéré 7 de 15 détenus trouvés au cachot du parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cette décision a été prise après une visite d'inspection des 10 hauts magistrats au sein de cet office. Vous allez suivre Firmin Vondo dans ce journal. Le lancement de la campagne de vaccination contre la variole de singe Mpox est prévu pour le 2 octobre 2024, juste après l'acquisition de 200 000 doses de tonnes de vaccins. Le 2 octobre prochain, c'est le début de la campagne de vaccination. Le développement, c'est tout de suite dans cette grande édition du journal. Merci de nous faire confiance et bienvenue encore une fois dans cette grande édition du journal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion interinstitutionnelle en vue de passer en revue la situation générale du pays. Le chef de l'État a donné ses orientations aux animateurs de 4 principales institutions dont l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature. Sur le plan économique, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré sa détermination de voir l'économie de la République démocratique du Congo décoller avec la baisse du taux directeur de la Banque centrale du Congo. Le compte rendu de la dite réunion est fait ici par Vital Kamere, Loakaningini Kingi. Suivez. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller, avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale. Et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales, de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain, et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement, et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide, puisqu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour plus que les plus grands. Une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons aussi suivi les orientations du président de la République en ce qui concerne des mesures d'assainissement sous forme de loi, notamment les codes agricoles, pour rendre notre secteur agricole attractif. Et ce code est déjà au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat. Nous allons le retourner au gouvernement pour une lecture avec le nouveau gouvernement, et au niveau de l'Assemblée comme du Sénat, nous allons accélérer son adoption. Le social des Congolais, ça a été l'essentiel du message du président aujourd'hui et de ses orientations, puisque non seulement nous avons parlé du secteur de l'État.
Dans l'actualité également, le président honoraire de la République et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, séjourne actuellement en Belgique où il est dans une visite de travail. Et ce dernier a été reçu par Charles Michel, commissaire européen. Les causes de son déplacement, mais également au menu de leurs échanges, n'est pas encore révélé à la presse. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Je l'ai annoncé de l'entame de cette grande édition du journal. La première ministre Judith Tuluka Suminwa a présidé la réunion du comité des conjonctures économiques, la stabilité du cadre macroéconomique et la consolidation du franc congolais étaient au menu de cette réunion avec tous les ministres sectoriels dans la stabilité du franc congolais. Suivez. Nous allons avoir notre réunion du comité des conjonctures économiques et hebdomadaires, exceptionnellement aujourd'hui jeudi, sur la conduite de la Première ministre. Le premier point, c'est l'observation de la consolidation de notre cadre macroéconomique. Donc nous avons constaté que l'inflation continue à baisser pour la 4e semaine consécutive. Et il y a aussi le franc congolais qui se consolide. Aujourd'hui, nous avons encore parlé de la grande question de fraude dans nos frontières. Donc ça, c'est encore un grand chapitre que nous allons attaquer. Et nous allons continuer à repousser la fraude pour nous permettre de poursuivre sur notre lancée. Les climats des affaires, il y a la feuille de route, une nouvelle qui est en phase de finalisation. Donc ça aussi, ça viendra renforcer toutes ces mesures qui vont nous permettre de faire encore de progrès et permettre à notre pays de continuer sa marche vers le développement. Voilà l'essentiel de la réunion d'aujourd'hui. Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Maître Jacquemain Chabani Louko, a échangé ce jeudi 12 septembre 2024 avec le ministre d'État belge André Flao. Cette rencontre était basée de manière essentielle sur la sécurité et surtout la nécessité de réforme des personnels politiques, mais également de l'administration sur la décentralisation en République démocratique du Congo. Poporekei. D'abord, c'est une belle rencontre. Je tenais à rencontrer le ministre pour effectivement l'encourager dans le travail important qu'il a amené au sein du gouvernement, pour prolonger aussi de la discussion que j'ai eue avec la Première ministre hier. Nous avons parlé effectivement de sécurité, de décentralisation et également de la formation du personnel politique, que ce soit les élus à tous les niveaux, mais aussi de la formation du personnel administratif. Il a également été question de la sécurité civile et aussi de contact par rapport à la situation préoccupante dans l'Est. Mais comme vous le savez, ma visite ici, elle vise surtout à faire témoignage à mon retour en Belgique que les choses bougent dans un bon sens avec des responsables aux différents niveaux de pouvoir qui ont cette volonté de faire bouger les lignes, comme on dit, dans un sens positif et pour apporter des solutions, même quand des crises se produisent. Mais la décentralisation est effectivement une nécessité qui impose de pouvoir reposer sur des responsables aux différents niveaux qui sont bien formés et puis qui doivent aussi bénéficier d'une certaine stabilité pour mener à bien leur action. Parce qu'une décentralisation qui ne peut pas compter sur une stabilisation, par exemple, des gouverneurs de province, risque d'être marquée par des incertitudes, et qui dit incertitude dit désordre, qui dit désordre dit conséquences négatives pour le personnel. Dans le cadre du dialogue social Farah, le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a échangé avec le personnel de santé de la clinique Ngaliema. Suivez.
Dans le cadre de face-à-face organisé tour à tour au clinique Ngalema et Quinoise, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a pris à bras-le-corps les préoccupations posées par les personnels de santé liées à la rémunération, mais aussi à la régularisation de leur situation administrative. C'est depuis 1998 que je ne suis pas payée. À toutes ces préoccupations, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a rassuré le corps médical de clinique Ngalema et le pro-santé des dispositions prises pour des solutions idoines aux problèmes posés. J'ai noté les diverses préoccupations qui ont été ici soulevées. Je vais tâcher de tout mettre en œuvre pour que des solutions rapides puissent être trouvées, des réponses puissent être données. Nous mettrons tout en œuvre pour qu'elles puissent toujours rayonner et continuer à fonctionner de manière tout à fait optimale. Même exercice aux cliniques quinoises où le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liaou, a prêté une oreille attentive aux désidérata des médecins, infirmiers, femmes sages et pro-santé dans un climat de convivialité. Depuis 2000 ou 2001, je suis à la clinique, le même grade. Notre souci se base au niveau de notre prime des risques. Depuis 2018, rien ne change. Cette initiative de descente sur terrain pour être à l'écoute des fonctionnaires de l'État a été saluée par le corps médical de 2 cliniques pour les efforts entrepris dans le cadre de la réforme de l'administration publique telle que voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes ravis de joie. C'est la toute première fois que nous recevions une autorité au rang de ministre descendre à la base. Il nous a montré que c'est un homme de terrain, il ne reste pas dans son bureau, c'est comme ça qu'on trouve la solution. Par cette descente, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou inaugure une série de tournées qui devra lui conduire dans plusieurs hôpitaux de la capitale dans le cadre de la politique de proximité pour être au contact et résoudre tous les problèmes à la base. Et dans le reste de l'actualité, dans le cadre du forum de validation de la politique nationale du tourisme tenu du 10 au 12 septembre 2024 dans la ville-province de Kinshasa, le ministre de Postes et Télécommunications et Numérique, Augustin Kibassa Maliba, démontre l'apport du numérique dans ces secteurs. Suivez. Vous que dans certains pays, il y a des réseaux sociaux qui ne passe pas du tout. Bien sûr. Mais imaginez-vous un matin, le ministre de Postes, Télécom et Numérique vous dit non, à partir de maintenant, allez, on ne va pas citer les réseaux sociaux, mais un réseau X ou Y ne passera plus. Imaginez-vous le tollé que ça va représenter ici. Mais bon, mais il est vrai que nous devons dire aujourd'hui que la loi, aussi bien la loi sur les télécommunications et l'éthique et aussi le code du numérique, peut-être que beaucoup ne le savent pas, permettent aujourd'hui de poursuivre les délits qui se font au niveau des réseaux sociaux. Il y a un travail de pédagogie que nous devons faire, bien entendu, pour que de plus en plus, un plus grand nombre des Congolais puissent connaître ce qu'il y a dans les textes légaux qui nous protègent tous. Et le moment venu, je crois que de plus en plus, on doit quand même essayer de resserrer la vis parce qu'il est vrai que, qu'on le veuille ou non, il n'est pas normal de constater ce qui se passe dans les réseaux. La vie privée n'est plus respectée, l'injure facile prend la place de la critique et donc, rassurez-vous, dans l'avenir assez proche, il y aura certainement des mesures que nous devons prendre qui ne vont sûrement pas brimer la liberté d'expression, parce que ça, je pense que c'est sacré, c'est reconnu par la Constitution. Il y a des mesures que nous devons prendre. C'est certainement un travail que nous devons faire pour arriver à remettre de l'ordre dans ce secteur. Merci beaucoup. Je l'ai aussi annoncé de l'entame de cette grande édition du journal. Le procureur général de la Cour de cassation a libéré 7 de 15 détenus trouvés au cachot du parquet général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cette décision a été prise après une visite d'inspection avec 10 des hauts magistrats au sein de cet édifice. Je vous propose de suivre le procureur général de la Cour de cassation, Firmin Vondo. J'ai, au terme de mon inspection, décidé de la libération des inculpés que je trouve.
au cachot et à l'amigo du parquet général après la cour d'appel, sur un total d'une cinquantaine de prévenus. Il y a eu 15 dossiers pour lesquels nous avons retenu d'approfondir les cas. Et parmi les 15, je viens de délibérer pour 7 cas. Donc 7 personnes vont être tout de suite là, relaxées et rentrées chez eux à la maison. Il y a 8 autres dont les dossiers partent avec moi et demain nous procédons à la délibération pour voir dans quel cas ils peuvent soit être retenus pour rentrer à la maison. Donc nous libérons 7 personnes. 8 sont des cas qui sont encore à l'étude. Pour les noms, ben voilà, il y a que la République là. La détention, absolument, c'est l'exception. La liberté, c'est la règle. Nous avons donné cet ordre pour qu'on y veille au jour le jour. De la même manière que depuis un peu plus d'une année, nous avons demandé qu'on puisse filtrer les incarcérations et les mises sur mandat d'arrêt des prévenus, dont les dossiers sont instruits dans les offices des ministères publics. Pour le reste, je vous souhaite une bonne soirée et à nous revoir au parquet général de Matadi. Donc, monsieur le procureur public, vous procédez immédiatement à la libération des prévenus qui ont été éligibles et qui, naturellement, sont retenus sur la liste de ceux qui doivent être relaxés. Bandit. Maintenant. Ok, je fais immédiatement. L'inspection relève des attributions réelles de mon office, le parquet général après la Cour de cassation. Depuis plus d'une semaine, depuis 10 jours, une équipe de 10 magistrats ont inspecté le parquet général après la Cour d'appel de Kinshasa. Au terme de cette inspection, je viens de tenir la journée porte ouverte et ceux qui étaient dans la salle ont suivi les réponses que nous avons données à toutes les doléances qui ont été amenées devant notre table. Pour terminer, je viens de procéder à l'instruction ou à la libération, à la relaxation pure et simple de 7 prévenus. 8 sont dont les dossiers sont pour être étudiés. Retenez que nous allons faire l'itinérance. C'est une reprise de ce qui avait déjà été commencé. Rendons-nous à présent dans la partie est de la République démocratique du Congo et situation sécuritaire. Une bombe a été larguée dans le quartier de Muguga à l'est de la ville de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. C'était ce jeudi 12 septembre 2024, causant ainsi 3 morts. Tel est le bilan provisoire de cette tragédie. Sur ce, les forces armées de la République démocratique du Congo, à travers son porte-parole, le colonel Guillaume Ndjeke, appelle la population à éviter la manipulation de tout objet métallique d'origine inconnue. Je vous propose le colonel Guillaume Ndjeke. Forces armées de la République démocratique du Congo informent la population de Goma et ses environs qu'un incident malheureux est survenu ce jeudi 12 septembre 2024 à Mugunga, où une bombe de mortier 120 mm non explosée a tué 3 enfants qui étaient à la recherche de bois de chauffe et qui ont tenté de la manipuler, tout en compatissant au malheur qui vient de frapper les familles des victimes. Et afin d'éviter pareils incidents dans l'avenir, les forces armées demandent à la population d'éviter la manipulation de tout objet métallique d'origine inconnue et de signaler sa présence aux forces de défense et de sécurité. Fait à Goma, le 12 septembre 2024. Autre chose à présent, arrestation de l'opposant Seth Kikuni et la coalition Lamuka exige la libération sans condition de l'opposant congolais et cette coalition confirme tout de même les propos de son épouse attestant la maladie de Seth Kikuni. Prince Epengue, porte-parole de la coalition Lamuka, a été joint au téléphone par Nadine Ngalola. Suivez. La coalition Lamuka joint sa voix à celle du peuple pour exiger la libération immédiate et sans condition de l'opposant Seth Kikuni qui y a été enlevé par les services
en violation de tous ses droits. Cette Kikuni est malade. La coalition Lamuka confirme les propos de son épouse et ses inquiétudes quant à son état de santé. Ayant été membre de Lamuka, nous avons vu cette Kikuni quitter nos réunions à temps au fin d'aller prendre ses médicaments. Peu importe la raison, il y a des procédures à suivre. Le régime Tshisekedi vient d'abattre plus de 500 Congolais à Makala. Le régime Tshisekedi vient d'abattre un combattant de la Mouka, un militant de l'ECD devant les sièges. Le régime Tshisekedi continue à avoir du mépris envers la vie humaine. La vie humaine est sacrée. Les procédés d'intimidation et d'enlèvement que nous avions combattus avec l'IDPS sous Mobutu, sous Kabila, sont aujourd'hui appliqués par M. Félix Tshisekedi avec plaisir et ostentation. Au moment où le pays est menacé, au moment où l'intégrité de notre pays est en train de voler en éclats, le peuple appelle à l'unité, le peuple appelle à la cohésion, et malheureusement, Félix Tshisekedi et ses amis posent des actes pour diviser davantage, et ceci est à condamner. Changeons de chapitre. À présent, un élève de 8e primaire du lycée, Madame La Sévigné, qui serait d'origine égyptienne, a poignardé deux de ses camarades de classe de coups de couteau au cœur. L'un est mort sur place et l'autre a été pris en charge à l'hôpital. Les faits se sont déroulés dans la capitale congolaise, la ville-province de Kinshasa, plus précisément dans la commune de Limete. C'était ce mercredi 11 septembre 2024. Dernier, le corps sans vie a été transporté à la morgue du cinquantenaire. La directrice provinciale éducationnelle de Moamba est au micro de votre rédaction. Suivez. L'incident a eu lieu dans l'enceinte même de l'école, c'est-à-dire c'était après, à la fin de cours. Les enfants étaient en train de rentrer chez eux et à la sortie, le préfet et les chargés de discipline étaient à la porte en train de contrôler les journaux de classe et les cahiers de communication des enfants. Alors les enfants là descendaient, c'est au niveau des escaliers, c'est-à-dire quand ils ont quitté la salle de classe, qu'ils ont commencé, l'incident s'est produit. Mais eux, ils ont entendu seulement les enfants crier qu'on a poignardé quelqu'un. Et c'est comme ça qu'ils ont accouru. Ils ont trouvé deux enfants en train de saigner. Alors, ils ont posé la question à l'un des garçons, à ce garçon-là, le concerné, le garçon de 13 ans. C'est un Égyptien. C'est un Égyptien. Les deux autres sont des Congolais. Les enfants, tous trois de 8e année. Alors, l'enfant a dit non, et les autres ici étaient en train de me taquiner. Bon, ils n'ont pas voulu vraiment passer beaucoup de temps. C'est tout juste de prendre les deux autres et ils ont demandé qu'on puisse garder l'autre au bureau. Ils ont accouru à l'hôpital Saint-Joseph et ils ont appelé aussi les parents des concernés et même les parents du garçon là les a accompagnés à l'hôpital Saint-Joseph. Alors c'est là où on a demandé on voulait transfuser l'enfant là qui saignait plus, mais les parents étant témoins de Jéhovah, ils ont refusé et ils ont pris leur enfant, ils sont allés chercher l'hôpital, semble-t-il, c'est à Kalam, là où l'enfant est décédé. Mais l'autre est resté à l'hôpital, il est supervisé. Restons toujours dans le même chapitre de meurtre de cet élève de 8e primaire au lycée, Madame La Sévigné, poignardée au coup de couteau par son camarade de classe qui serait d'origine égyptienne. Juridiquement parlant, la question reste celle de savoir qui serait responsable de cet enfant qui a commis l'acte tout en étant un mineur. La réponse ici nous est donnée par Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Il a été joint au téléphone par votre rédaction. Suivez.
Je viens d'apprendre qu'un enfant de 8-10 ans a poignardé un autre à l'école, a poignardé des enfants dont l'un est décédé et l'autre serait en train de suivre les soins. On m'apprend aussi que l'enfant qui a poignardé les autres a été retenu au tribunal pour enfants délimités. Ici, la question qu'il faut se poser, c'est la question beaucoup plus de responsabilité. Qui serait responsable de ce que l'enfant a posé comme acte? Ce qu'il faut retenir d'abord que, relativement à la loi portant protection pour enfants de 2009, l'enfant de 8 ans est pénalement irresponsable, donc il ne peut pas faire la prison, il ne peut pas être poursuivi pour le fait qu'il a commis, mais ce sont beaucoup plus les personnes qui ont la charge de l'éducation des enfants qui seront tenus pour responsables, non pas pénalement mais civilement. Donc même si on a gardé cet enfant devant le tribunal pour enfants, en principe ce n'est pas pour l'incarcérer, pour avoir commis un meurtre, mais peut-être pour le protéger vis-à-vis du courroux de la famille qui a perdu son enfant ou l'autre famille qui a vu son enfant être blessé. Et par rapport à la responsabilité, l'article 260 du Code civil livre 3 à ses alinéas pertinents propose et nous parle beaucoup plus de la responsabilité des personnes sous la garde de qui l'enfant s'est trouvé. Les pères et mères sont responsables des actes posés par les enfants mineurs. Aujourd'hui, les enfants en conflit avec la loi, mais il faut reconnaître que les faits se sont commis ou se seraient commis au moment où les enfants étaient sous la garde de l'école. Donc nous appelons ça la responsabilité pour fait de l'enfant, mais c'est l'école qui engage la responsabilité parce que l'école n'a pas pris de précautions de bien protéger les enfants, l'école n'a pas pris de précautions de surveiller l'enfant qui avait le couteau à ne pas l'utiliser contre ses enfants. Donc ici, la responsabilité ne peut même pas être partagée entre l'école et les parents. C'est une responsabilité exclusive de l'école qui avait la garde de l'enfant. En principe, la question ici ne sera pas réglée en termes de la condamnation pénale de l'enfant, mais ça sera beaucoup plus réglé en termes de responsabilité civile et comme je viens de le développer. Donc ça peut se terminer par une condamnation au dommage et intérêt. Et si on changeait de chapitre à présent pour parler santé et lancement de la campagne de vaccination contre la variole de singe, le monkeypox, est prévu pour la date du 2 octobre 2024 prochain, juste après l'obtention et l'acquisition de 2200 tonnes de doses venant de l'Union européenne depuis le jeudi 5 septembre 2024 et 50 000 autres doses de tonnes en provenance des États-Unis d'Amérique. La journée du mardi 10 septembre 2024 sont obtient 15 000 tonnes de doses financées par l'Alliance de vaccins et soulignons par ailleurs que le début de la campagne de cette vaccination est prévu pour le 2 octobre 2024 prochain. Autre chose à présent est l'actualité en dehors de nos frontières. Crise institutionnelle au Sénégal entre le pouvoir exécutif et législatif. Le président Bassirou Diomaye a dissous l'Assemblée nationale. C'était ce jeudi 12 septembre 2024 et il a annoncé la tenue des élections législatives anticipées et prévues pour le 17 novembre prochain. Suivez. Dans le seul intérêt du peuple sénégalais était une illusion. Celle-ci ayant décidé de se détourner du peuple pour promouvoir le culte du blocage. Le faux suspense a pris fin jeudi 12 septembre à 20h dans une allocution à la télévision nationale. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et convoqué des élections législatives anticipées le 11 novembre. Je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Avec 54% des suffrages, aujourd'hui plus que jamais, Faye ne disposait pas de tous les leviers institutionnels pour appliquer son programme de rupture.
par faute de majorité au Parlement, toujours dominé par les fidèles à l'ex-président Macky Sall. À noter que ces dernières semaines, les divergences entre les pouvoirs et l'opposition ont bloqué l'action gouvernementale. En juin, la coalition qui soutenait l'ancien président avait ainsi boycotté les débats d'orientation budgétaire, provoquant ainsi son annulation. La bonne date. Le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale sur l'opposition. Revenons au pays pour parler sport. À présent, avant de se quitter, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbou, a reçu la structure des légendes de footballeurs congolais dirigée par Trésor Lumana. L'objectif de cette rencontre était la consolidation de la cohésion et l'unité au sein de la grande famille des légendes du football national en République démocratique du Congo. Suivez. Ce soir, nous sommes venus présenter la structure des légendes qui est dirigée par le président Trésor Lola. Et nos échanges avec l'excellence, monsieur le ministre, ont été fructueuses parce qu'il en ressort des promesses assez rassurantes. Donc nous sortons de là très émus, très rassurés, avec des certitudes. Nos préoccupations ont été acceptées et il y a eu de belles promesses, donc voilà. La suite, attendez voir ce que les légendes se mettent à travailler autour des LEPA et surtout accompagner la politique du ministère des Sports et être toujours au chevet du sport comme on l'a toujours fait depuis 2021. Donc nous continuons sur cette même lancée. Maintenant que nous avons une certitude sur certains appuis qui nous ont toujours fait défaut, donc nous ne pouvons qu'être émus et encore une fois de plus dire merci à son excellence, monsieur Didier Boudimbou. Dans l'actualité également, et restant toujours en sport, deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. L'AS Maniema Union reçoit ce samedi 14 septembre 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte, le club angolais de Petro Atlético dans le cadre de la manche allée. Papi Kimoto, coach de cette formation congolaise, était en conférence de presse pour éclaircir l'opinion. Suivez. So for us it's a different match. We know that Petro have a lot of responsibility in this match because like you said, we are favorites, but we need to prove this on the pitch. So we need to be focused because we know that Maniema have a lot of power inside of the football in Congo. It's a team very strong and we have this respect for them. But we came here to understand the reality of the situation that after this match. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes car l'information est en continu. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Au revoir.